Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Algérienne Leïla Zerougui a été nommée ce 12 février représentante spéciale du secrétariat général des Nations Unies en République démocratique du Congo. De nombreux défis attendent la nouvelle chef de la MONUSCO. L'état d'urgence en vigueur en Tunisie depuis 2015 a été prolongé d'1 mois, décision prise par le président Béji Caïd Essebsi après consultation sur des questions liées à la sécurité nationale et à la situation au niveau des frontières. Et puis Volkswagen à la conquête de l'Afrique. Le constructeur automobile allemand investit 20 millions de dollars pour une usine d'assemblage de véhicules au Kenya. Il s'agit là de la 4e usine sur le continent. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, le Congrès national africain demande la fin du mandat du président Jacob Zuma. Une décision qui a été prise ce lundi 12 février par l'ANC, le parti au pouvoir, après une réunion de 13 heures. Impliqué dans plusieurs affaires de corruption, le chef de l'État dispose donc de 48 heures pour démissionner. En République démocratique du Congo, c'est une femme qui a été nommée chef de la MONUSCO. Leïla Zerougui prend fonction dans un contexte complexe, le pays faisant face à une instabilité politique. Alors quels sont ses principaux défis et surtout quelle stratégie va-t-elle mettre en place pour y faire face? Élément de réponse avec Adidjatou Badawi. En République démocratique du Congo, Leïla Zerougui, âgée de 61 ans, a officiellement pris fonction en tant que représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Entre 2008 et 2012, elle a été la 2e personnalité de la MONUSCO, mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, elle occupe la plus haute fonction de la plus grande mission de maintien de la paix dans le monde. Ainsi, elle embrasse un territoire qui certes ne l'est pas inconnu, mais qui fait cependant face à une crise politique. Et les défis à relever semblent bien nombreux. Son défi majeur est de faire appliquer l'accord de la fin silvestre du 31 décembre 2016. La MONUSCO doit jouer un rôle important dans le processus politique et pour assurer la protection des civils. Aujourd'hui, le gouvernement congolais ne voit pas la MONUSCO un interlocuteur crédible. La lutte contre les groupes armés sera l'un des principaux actes sur lesquels la nouvelle chef de mission va devoir se focaliser. Leïla Zerougui s'est démarquée à l'échelle internationale par ses analyses pertinentes et son expérience en ce qui concerne les droits de l'homme. La situation politique en République démocratique du Congo est plutôt complexe car l'Église catholique et l'opposition revendiquent l'alternance au pouvoir. Jusqu'ici, trouver un terrain d'entente semble être difficile à obtenir. La MONUSCO devra pour sa part mettre en place des stratégies pour une transition pacifique. En termes de stratégie, la première sera par rapport à son image. La MONUSCO n'a pas une très bonne image. D'être plus active sur le terrain, donc notamment dans les régions comme le Kasaï, le Nord Kivu, de renouer un dialogue franc également avec le gouvernement. La MONUSCO ne doit pas ouvertement prendre parti au départ ou non de Joseph Kabila. En janvier 2018, le président Joseph Kabila avait qualifié la mission de l'ONU d'inefficace. Et la coopération militaire entre l'ONU et les forces armées gouvernementales ne sont pas au beau fixe. En rappel, la mission de la MONUSCO doit être renouvelée en mars 2018. En Tunisie, l'état d'urgence est sans cesse renouvelé depuis la série d'attentats djihadistes de 2015. Alors que le pays bénéficie d'une relative stabilité, les menaces persistent à cause de sa proximité avec la Libye, des facteurs qui ont conduit les autorités à prolonger l'état d'urgence jusqu'au 11 mars. Les précisions, Sharon Kamara. En vigueur depuis la série d'attentats djihadistes de 2015, l'état d'urgence a été prolongé une fois de plus en Tunisie et cette fois-ci pour une durée d'1 mois. L'annonce a été faite par le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, suite à des consultations avec le chef du gouvernement et le président du Parlement. Les Tunisiens se donnent les moyens à travers cette prolongation de l'état d'urgence pour pouvoir opérer les contrôles et traquer et continuer à traquer les réseaux terroristes, en tout cas
le noyau résiduel de ces terroristes. Pour rappel, en 2015, la Tunisie avait été frappée par 3 attentats meurtriers qui avaient fait plus de 60 morts pour la plupart des touristes étrangers. L'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Jusqu'au 11 mars 2018 pourront être interdites les grèves et réunions susceptibles de provoquer le désordre. Quand il y a cette loi, on peut s'autoriser un certain nombre de choses et ça va accélérer en réalité la prise de décision et surtout la manière de contrôler et interroger, identifier ces réseaux. Depuis 2015, les mesures mises en place par le gouvernement ont permis d'améliorer la situation sécuritaire du pays, même si le risque n'est pas définitivement absent, notamment en raison de la proximité géographique avec la Libye. Également dans l'actualité, après l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya, Volkswagen s'installe au Rwanda. Avec une capacité de production de 5000 voitures par an, le constructeur automobile allemand va également créer plus de 1000 emplois. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaïs Hanga. La première voiture assemblée au pays des 1000 collines sortira vers la fin du mois d'avril 2018, selon les responsables du constructeur automobile Volkswagen qui installe une branche au Rwanda. Elle sera impliquée dans l'assemblage et la vente en détail de voitures avec des centres de services et de solutions de mobilité à Kigali, un grand acquis pour le gouvernement rwandais. We also like to promote Made in Rwanda. C'est un moment historique pour nous qui faisons la promotion du Made in Rwanda. Merci à Volkswagen d'avoir choisi le Rwanda pour lancer certains de ses nouveaux produits. C'est un chapitre nouveau qui s'ouvre dans l'histoire de notre pays et nous serons toujours prêts à vous assister. Selon les responsables, la première phase de l'investissement verra le constructeur automobile dépenser jusqu'à 20 millions de dollars américains en investissement avec une capacité de production de 5000 voitures par an. Cette phase permettra également la création de plus de 1000 emplois. Nous avons déjà fini les plans de ce que nous allons faire ici au Rwanda et le matériel arrive bientôt à Kigali. Nous avons aussi signé un accord avec nos partenaires kenyans et d'autres pays africains pour l'établissement de nos opérations ici au Rwanda. Nous allons également disponibiliser différents produits de Volkswagen pour les consommateurs rwandais. Actuellement, notre équipe sur le terrain procède au recrutement. Initialement, l'usine produira 3 modèles de voitures, mais pourra envisager plus de modèles en fonction de la demande. Elle prévoit également la possibilité d'exportation. Les statistiques de l'Office rwandais des recettes de 2017 indiquent qu'entre 7000 et 9000 voitures sont importées chaque année. Le Kenya envisage de construire une centrale de charbon près de Lamu, au sud-est du pays. Un projet vivement contesté par des activistes et des organisations non gouvernementales qui voient en cela une activité polluante et peu écologique. Sharon Kamara. Les autorités kenyanes envisagent d'installer la toute première centrale à charbon de l'Afrique de l'Est dans la ville de Lamu, à environ 21 km au nord du pays. Le projet, qui se veut ambitieux, suscite pourtant de vives polémiques. J'entends beaucoup de gens nous dire que ce projet a quelques inconvénients. Ils nous ont expliqué brièvement que la centrale pourra conduire à diverses maladies. Le terrain aura des fissures. Nous ne voulons pas de ce projet parce que cela nous affectera dans une large mesure et nous ne savons pas à la fin quel impact cela aura sur chacun d'entre nous. Les activistes et organisations non gouvernementales se battent pour le développement de la ville de Lamu, mais aussi pour combattre les dangers qui pourraient nuire à la communauté. Leur objectif principal aujourd'hui est de bloquer la mise en place de cette centrale au charbon affectée dans leur région. Pour cela, ils organisent des réunions et des campagnes d'information mensuelles afin de débattre des rapports d'experts sur les centrales au charbon ainsi que des avantages et inconvénients d'un tel projet dans la région. 75% des habitants de Lamu sont bien informés sur le projet de charbon et la majorité d'entre eux sont en faveur de notre lutte contre le projet. Ils en connaissent les effets et pour confirmer leur soutien, 95% de la communauté a signé notre pétition contre le projet. Ils n'en veulent pas du tout. Alors que dans le reste du monde, les gouvernements œuvrent pour la fermeture des centrales à charbon jugées polluantes et peu écologiques, les activistes et organisations non gouvernementales reprochent au gouvernement de privilégier les apports financiers à la santé de la population. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.